Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Sparko. Ce matin, nous allons parler de l'amélioration de la performance de son site marchand à travers ce qu'on va appeler les 6 B de l'e-merchandising. Alors ce matin, je suis accompagné de Jérémy Viau. Bonjour Jérémy. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pascal. Bonjour. Donc Jérémy est Product Marketing Manager chez Sparko et il vient d'écrire un livre blanc sur le merchandising. Et on a souhaité faire ce webinaire ce matin pour vous donner l'envie de lire ce livre blanc. Vous pouvez venir le télécharger sur notre site web sans aucun problème. Sur la rubrique Actualité, livre blanc, et puis après vous retrouverez 2 livres blancs, dont celui-ci et un autre sur la recommandation qui fera l'objet d'un webinaire dans les semaines à venir. Alors quand on parle d'e-merchandising, on sait bien aujourd'hui, en tout cas tous les e-commerçants sont bien conscients que ça permet d'améliorer significativement la performance commerciale. Et ce que l'on souhaite ce matin, c'est vous proposer cette démarche en 6 étapes, d'accord, qui va permettre de valoriser votre catalogue produit et surtout d'augmenter significativement le taux de transformation, le panier moyen et bien sûr la rentabilité de votre site marchand. Alors juste pour démarrer, quelques mots sur Sparko. Sparko est un éditeur de logiciels dans le monde du SaaS. On est né dans le berceau du retail, de la vente à distance. On parlera de nos références tout de suite par la suite. Et aujourd'hui, ce que l'on peut retenir de notre solution, c'est qu'on motorise un peu plus de 150 dispositifs marchands. Alors on parle bien sûr du web, mais c'est aussi les applications mobiles, l'email, tout ce qui est en magasin, des tablettes vendeurs, des bornes, etc. Et cela dans plus de 20 pays à travers le monde. Sparko les solutions Sparko permettent principalement 3 grands bénéfices. Le premier, on en parle tous aujourd'hui, qui est cette fameuse expérience client, l'expérience d'achat des clients, et comment à travers le merchandising, à travers la recommandation produit, à travers la personnalisation. Ce que vous voyez, c'est les solutions Sparko sont découpées et sont modulaires pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques. On va principalement jouer sur cette amélioration de l'expérience client. On est bien sûr là pour aider nos clients à booster leur performance de ces dispositifs commerciaux en mettant en place de véritables stratégies d'upsell, de cross-sell, etc. Et puis le troisième point important, en tout cas à nos yeux, c'est la productivité des équipes métiers. Pourquoi ? Parce que on se rend compte aujourd'hui malheureusement que beaucoup de choses sont faites manuellement. Et quand on abordera aujourd'hui le thème du merchandising, il y a énormément d'industrialisation à faire en utilisant une véritable solution logicielle. Quelques-uns de nos clients, ce que vous pouvez voir, c'est que ce que je disais tout à l'heure, on est très présent dans le retail avec des grandes enseignes comme Decathlon, Truffaut, Bull, Conforama, très présent dans la mode avec Camaïeu, IKKS, Pinky, Damar, Citadium. Mais on est aussi présent chez un certain nombre de pure players. On pourrait citer Brandalais, Tout-Pargel, Web Distribution, etc. Donc une très forte expérience autour de ces commerçants et qui utilisent bien sûr notre solution pour faire leur merchandising, leur e-merchandising. Alors je vais commencer à poser la question à Jérémy. C'est quoi le merchandising ? Merci Pascal pour cette question. Le merchandising, finalement, c'est une notion qui n'est pas née avec le web. On parle de e-merchandising maintenant, donc ça veut bien dire que le merchandising existait avant qu'on vende en ligne. Le merchandising, finalement, c'est une notion qui est née dans les années 60, avec le développement aux États-Unis, puis après dans le reste du monde, de cette notion de libre service. Précédemment, les produits n'étaient pas accessibles directement par les clients. Vous faisiez appel à un vendeur qui allait choisir les produits pour vous, que ce soit un épicier ou quoi que ce soit. Et cette notion de libre service, elle a introduit cette nécessité de théâtraliser les produits dans le point de vente. C'est une notion, ce merchandising, qui a été théorisée par Charles Kepner en 1963 dans un ouvrage qui s'appelle Modern Supermarket Operations et qui a posé finalement les fondements du merchandising. Pourquoi faire du merchandising ? Pascal l'évoquait auparavant. On parle beaucoup, nous, d'expérience client. C'est quelque chose qui est très important pour les distributeurs à l'heure actuelle et de plus en plus pour réussir à se différencier.
Et finalement, faire du e-merchandising, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'améliorer votre chiffre d'affaires, de proposer de l'upsell, du cross-sell, d'améliorer le panier moyen, de valoriser votre offre produit, de créer du trafic sur votre boutique en ligne ou sur votre boutique physique, de créer des guides d'achat, des expériences d'achat qui vont vraiment guider les gens vers les produits. Ce qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le merchandising, qui est une science très ancienne, comment on scénarise son offre dans un magasin, on le voit tous, quand vous allez dans un supermarché, il y a des linéaires, on met des produits plus en avant, on fait des têtes de gondole, on réassort, on fait un réassort régulier de l'ensemble de ces rayons, et on ne jette pas en pâture ces produits. Et c'est aujourd'hui, je dirais souvent, c'est que l'e-merchandising manque souvent aujourd'hui de flexibilité ou de pertinence sur un certain nombre de sites web. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Et c'est effectivement ce qu'on constate en discutant souvent avec des e-commerçants, c'est qu'ils sont très contraints et que finalement, il y a plus de flexibilité dans le merchandising physique, en magasin physique, alors qu'il faut trimballer les produits d'un endroit A à un endroit B, qu'on a des contraintes d'espace. Mais il y a plus de flexibilité parce que les gens arrivent à mieux faire ce qu'ils veulent. Alors le thème du séminaire, on disait les 6 B, et là on commence à parler des 5 B. Tout à fait. Alors Kepner, en 63, quand il a posé les bases du merchandising, il a défini 5 B. Bon, 5 R en version originale anglaise, mais en français ça donnait le bon produit, comment on va créer notre assortiment de produits qui va être disponible en rayon, le bon endroit pour comment on va organiser le point de vente, à quel endroit on va mettre les différents produits dans le point de vente, le bon moment pour une notion de saisonnalité, d'opportunité des produits, le bon prix, c'est quand même important de proposer le bon produit au bon prix pour comment on va faire le lien entre le consommateur et le marchand, et la bonne quantité, parce que en rayon, il est nécessaire d'avoir une quantité suffisante de produits pour qu'il y en ait toujours entre deux réassorts et éviter la rupture. Et puis, assez rapidement, en fait, Kepner s'est rendu compte que sa règle devait s'enrichir d'un sixième B, enfin d'un sixième R en version anglaise, qui était la bonne information, à apporter au client pour qu'il puisse faire son choix. Et 5 plus 1, ça fait bien 6. 5 plus 1, ça fait bien 6. Et donc, ce sont ces 6 points qu'on va dérouler aujourd'hui pour vous montrer comment, en travaillant sur ces différents points, vous allez pouvoir améliorer votre merchandising en ligne. Alors le premier point, c'est le bon produit. Tout à fait. Historiquement, donc, je vous le disais, le merchandising est une discipline qui est née du commerce physique. Donc selon Kepner, il était nécessaire de construire un assortiment qui soit homogène et cohérent, puisque l'espace dans le point de vente était somme toute limité. Donc en fonction de votre spécialisation, de votre clientèle, etc., il était clé de choisir les bons produits. En ligne, cette notion de bon produit, elle va différer un peu de la vision de Kepner. Finalement, quand on va parler de bons produits dans le domaine du commerce en ligne, on va plutôt parler de la capacité à accompagner un client vers la partie de l'offre qui répond à son besoin. Je pense que vous le vivez tous au quotidien en tant que e-marchand. Le catalogue en ligne, il est finalement relativement illimité. Et voilà, on a un nombre infini de références qu'on peut avoir, et encore plus quand on prend le cas des marketplaces. Et ce qui va faire la différence entre un bon e-merchandising et un mauvais e-merchandising, ça va être cette capacité à réussir à accompagner le client vers la bonne partie de l'offre qui doit correspondre à son besoin. Et finalement, c'est ce parcours client vers la bonne partie de l'offre qui va constituer vraiment l'épine dorsale de l'expérience client et qui doit s'adapter au contexte de chaque client et au contexte de chaque visite d'achat par exemple. On a déduit, nous, en travaillant avec des e-commerçants, 3 contextes principaux. Par exemple, on parle d'achat contraint. L'achat contraint, c'est l'achat des courses, les courses du quotidien. Il y a une étude de l'INSEE qui est parue récemment qui dit que pour 70% des Français, faire les courses, c'est une corvée et une obligation. Donc, dans le cas des courses agroalimentaires, il faut que le chemin vers le bon produit soit très court et très évident pour que les gens y passent le moins de temps possible. Au contraire, il y a d'autres achats qu'on ne fait pas tous les jours ou toutes les semaines, qui sont des achats raisonnés, par exemple quand on décide d'acheter une télévision, une chaîne IFI.
Faut que là, on ait un parcours vers le produit qui soit progressif et assisté. On va découvrir peu à peu les caractéristiques des produits pour réussir à comparer les produits et faire son choix. Enfin, il y a des situations un peu plus shopping, et ça, c'est typiquement ce qu'on peut rencontrer dans l'habillement, dans la maroquinerie, dans tout ce qui est univers de la mode, de la beauté, où il faut que le parcours vers le produit il soit vraiment agréable et intuitif, parce que ce sont des achats qu'on fait principalement pour se faire plaisir, et donc il faut que ça soit vraiment une expérience intéressante pour le client. Donc finalement, ce parcours optimal, il va reposer sur la façon dont on va structurer l'offre et la navigation au sein de l'offre. En tout cas, il y a un warning qu'on veut lever, c'est que la structuration de cette offre en ligne, elle peut pas totalement s'appuyer sur le magasin physique, et il est beaucoup plus logique qu'elle s'appuie sur des scénarios de visite. On vous le montrera par la suite. On rencontre généralement des structurations d'offres qui sont assez standardisées. Enfin, on peut après réussir à inventer une structuration de l'offre qui correspond à chaque contexte, mais généralement on a une structuration d'offre qui va s'appuyer sur la marque, des caractéristiques techniques des produits, alors que ce soit des produits d'habillement, de grande consommation ou des biens techniques, ils ont tous des caractéristiques techniques qui sont propres, des cibles, est-ce que ça s'adresse aux femmes, aux hommes, aux enfants, etc. Des usages, des gammes de prix, des styles ou même des critères commerciaux qui vont vous servir, vous, en tant que marchand, pour définir vos priorités commerciales. Et souvent, on définit 3 composantes à la navigation. La navigation principale, qui va être présente sur toutes les pages du site web. Une navigation secondaire, qui elle va être contextuelle et qui va apparaître en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et enfin, le moteur de recherche qui va vraiment vous permettre de vous téléporter au bon endroit dans l'offre du client, enfin dans l'offre du catalogue. Alors, on a voulu illustrer à travers un exemple de client Sparko qui est camailleux. Moi, je reviens sur une chose qui est assez intéressante quand on parle de cette sens du merchandising. Quand on est dans le monde physique, d'accord, bah, vous allez tous dans un supermarché, eh bien, je sais rien, moi, les pâtes sont rangées avec les pâtes, pas très loin des sauces tomates, etc., etc. Ce qui est intéressant dans le digital, c'est qu'on n'est pas contraint par cette exposition aux produits fixes du linéaire. Alors qu'aujourd'hui, trop souvent sur les sites web, on garde cette même logique de linéaire, de famille, de sous-famille. On essaye souvent de me faire rentrer sur les catégories produits. Voilà, je cherche une robe, un manteau, une veste, un pantalon. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le digital, les solutions digitales, c'est qu'on peut permettre d'exposer son offre de multiples façons. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, Camailleux, qui, à un moment, propose bien sûr cette offre, parce que les gens sont peut-être à la recherche d'un top, d'une veste, d'une robe, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est la capacité, à un moment donné, de se dire, tiens, il y a des tendances. Alors ça se fait beaucoup dans la mode. J'ai des envies, j'ai des envies de sport d'hiver, j'ai des envies de plage, etc. Et forcément, à travers l'envie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le client, il arrive pour une raison, d'accord ? Et il n'a pas forcément besoin de dire, tiens, je voudrais aller voir les robes, les t-shirts, je pars à la montagne, je pars à la mer, je suis capable de scénariser mon offre. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir piloter tout ça, d'accord ? Là, on voit, j'ai l'univers du urban sportif, du tellement bleu. Et ce qui est évident, c'est que il faut pouvoir faire évoluer ça en fonction des nouvelles collections, de la saisonnalité, du temps qu'il fait aujourd'hui, etc. D'accord ? Donc là, c'est vraiment le principe de base. Et puis, c'est aussi des choses qui sont assez intéressantes. C'est la capacité, par exemple, ensuite, à proposer ce qu'on va appeler des facettes ou des filtres pour un utilisateur pour retrouver très, très rapidement le bon produit. Je dis souvent aux e-commerçants, pendant très, très longtemps, vous posiez la question de savoir comment vous alliez vendre vos produits à vos clients. Aujourd'hui, je leur dis souvent, la bonne question à vous poser, c'est comment vous allez aider le client à les trouver le plus rapidement possible. Et on arrive du coup sur cette deuxième notion qui est la notion de bon moment. Le bon moment pour Kepner, c'était comment on va gérer la saisonnalité. Donc Pascal disait, par exemple, en ce moment, on est plutôt dans une saison de sport d'hiver. Donc si vous vendez des vêtements, des accessoires de sport, vous allez plutôt avoir tendance à promouvoir tout ce qui concerne le ski. Ce qui est somme toute assez logique, puisque dans l'univers du commerce physique, vous avez une place relativement limitée.
A priori, en ligne, il y a quand même une différence. C'est que donc l'espace est plus limité. On peut avoir notre gamme de sports d'hiver, notre gamme pour la plage. On peut tout avoir en même temps. Ce qui va être important à gérer, c'est les bons moments au pluriel. Vraiment bons et moments, chacun avec des S au pluriel. Parce que finalement, historiquement, le client découvrait le produit en venant dans le magasin. Donc, le vendeur pouvait faire son travail de vendeur en le renseignant et puis en animant le point de vente de façon cohérente et qui correspondait à la saisonnalité. Maintenant, les utilisateurs, les internautes utilisent Internet comme un canal d'information avant d'être principalement un canal d'achat. La découverte du produit, elle va se faire maintenant principalement en ligne et plus en magasin. Et surtout, cette découverte produit, elle va se faire au travers de différentes visites sur Internet, de différents sites. Les gens vont aller regarder sur un catalogue de marques, vont aller regarder après sur des avis, sur des blogs, des journaux, etc. pour découvrir le produit avec une découverte qui est fragmentée dans le temps et l'espace. Et qui va être aussi du coup sur plusieurs devices. Les gens vont peut-être commencer par regarder, ils vont voir une publicité pour votre marque à la télé, ils vont être avec leur tablette devant leur télé, ils vont aller regarder depuis leur tablette, puis après peut-être que dans les transports, le lendemain matin, ils vont regarder, ils vont vérifier le prix, etc. Puis après, ils vont peut-être passer commande, peut-être venir sur un site marchand au bureau. Donc on a vraiment plusieurs moments sur plusieurs canaux. Et surtout, ce qui est très important à retenir de cette notion, c'est que même si les marques décident pas de faire de l'omnicanal, le client fait de l'omnicanal. Donc finalement, vous n'avez pas le choix. Il faut embrasser cette notion d'omnicanal qui est imposée pour ne pas la subir et réussir à en tirer parti. Et il y a aussi une autre notion qui est très importante. Historiquement, on parlait de panier moyen pour voir quelle était la valeur du contact avec un internaute. Mais finalement, comme on a une relation à la marque et à la consommation qui est de plus en plus découpée dans le temps et dans l'espace, on conseille de plus en plus à nos clients de prendre une notion qui est l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur, pour évaluer la pertinence de la stratégie commerciale et vraiment pouvoir affiner ce calcul de retour sur investissement qui se fait dans plusieurs moments dans le temps et dans l'espace. Alors, par rapport à cette notion d'omnicanal, alors il y a eu tous les mots omni, cross, multi, etc. En tout cas, plus on met à disposition d'un client de canaux, de points de contact, et plus il les utilise. Ce qui est important quand on dit au bon moment, moi je dis souvent aux commerçants, c'est que c'est bien de déployer, de se dire tiens, je fais un site web, je mets une application mobile, je propose une application tablette, etc. Mais ce qu'il faut, c'est, pour moi, le plus important, c'est d'assurer la cohérence de tout ça en utilisant une seule solution qui permet de piloter l'intégralité de ces canaux. Je vais donner un exemple que je trouve très très bien fait, c'est celui de But. But, bien sûr, propose un site web avec une navigation sur les canapés, le séjour, la chambre, la literie, etc. Mais ce qui est important, c'est que, bien sûr, il propose une application qui est complètement mobile, d'accord, et une application qui est une application tablette. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il ne faut pas faire de différenciation entre ces canaux. Pourquoi ? Parce que si, en début de matinée, j'ai commencé à naviguer sur le web et qu'on m'a proposé une navigation, qu'on m'a proposé des filtres qui me permettent de filtrer le catalogue, de trouver le bon produit, d'accord ? Si quelques minutes plus tard ou un peu plus tard dans la journée, je viens sur mon application mobile ou parce que je me présente dans le magasin et que j'ai envie de retrouver le produit que j'ai vu sur Internet, eh bien, il faut que j'ai le même esprit de navigation avec le même, je dirais, la même façon de naviguer, avec les mêmes filtres utilisateurs, les mêmes offres, avec un même ranking produit. Et aujourd'hui, la grosse difficulté quand on parlait d'industrialisation de ce merchandising, c'est d'avoir une solution qui permet de piloter l'intégralité de ces canaux pour pouvoir dire, tiens, cette règle de ranking, cette règle
de pouvoir dire, je vais vous proposer la même expérience client sur l'ensemble de ces canaux. D'accord ? Alors, on peut bien sûr proposer la même expérience. Il y a aussi des stratégies de certains commerçants où on ne veut pas vendre les mêmes produits ou les présenter de la même façon sur une application mobile, ne serait-ce que par la taille de l'écran où on ne veut pas présenter, scénariser les mêmes produits. Mais c'est quelque chose d'important. Il y a plein d'exemples aujourd'hui qui permettent de montrer l'intérêt d'une navigation unifiée. Troisième point, la bonne information. Tout à fait. Là encore, la définition de Kepner et son application en ligne diffèrent de façon assez sensible. Selon Kepner, la bonne information, c'était la bonne information à livrer au client pour qu'il puisse faire son choix. Excusez-moi. Donc voilà, quelle signalétique mettre en magasin, quel PLV, etc. En ligne, certes, il est important de proposer la bonne information au client, mais ce qui est le plus capital et un vrai facteur de différenciation, c'est la bonne information à gérer en back-office pour réussir à optimiser la mise en scène de l'offre. Généralement, les clients avec qui on discute et qui ne sont pas encore équipés de solutions telles que Sparko arrivent à faire des choses, somme toute, très intéressantes en termes de mise en scène de leur catalogue. Mais c'est au prix de beaucoup de travail manuel. C'est-à-dire créer des boutiques thématiques, on va parcourir l'intégralité du catalogue produit pour voir qu'il faut associer tel produit avec tel produit, etc. Donc quand il y a des catalogues qui sont très étendus, ça devient vraiment un travail très important à gérer. Alors que, en ayant un back-office qui est correctement alimenté avec des informations de qualité et somme toute normalisées, on arrive à mettre en place des stratégies commerciales intéressantes très rapidement avec beaucoup moins d'efforts humains. Et finalement, il est essentiel d'avoir toutes ces informations en back-office qui vont permettre de guider le client vers la bonne partie de l'offre, ce qui est finalement, je le disais en point numéro 1, un facteur clé de succès et de réussite en ligne très important. Choisir le produit qui va répondre le mieux à son besoin. Pascal vous parlait tout à l'heure de facettes, de tri qui vont permettre au client une fois qu'il a accédé à la bonne catégorie de produits qu'il recherche, à trouver le bon produit. Et finalement, une information qui va permettre aussi de prendre la décision d'achat. Et prendre la décision d'achat, ça peut être avoir des informations sur le produit lui-même ou alors avoir des informations sur les services que vous proposez en tant que e-marchand. Par exemple, des informations sur le paiement, sur la livraison, sur les conditions de retour, etc. Toutes ces choses qui vont réussir vraiment à débloquer l'acte d'achat. Et il est clé de proposer au consommateur une information qui va être progressive et avec plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, si vous avez un visiteur qui arrive pour la première fois sur votre site web, vous n'allez peut-être pas lui proposer les mêmes informations qu'à un client fidèle qui a déjà acheté 10 fois chez vous. Il est important vraiment que ça soit progressif et contextualisé. Et toutes ces données qui vont permettre de proposer la bonne information au client, on peut les obtenir de différentes façons. On peut les obtenir par saisie, donc vraiment avec des opérateurs qui vont créer les fiches produits, par calcul, parce que par exemple, peut-être que pour vous, une bonne information qui va vous servir à proposer les bons produits, ça va être la vente sur un nombre glissant de jours pour proposer les meilleures ventes. Ou alors, c'est des données qu'on va réussir à avoir par de l'import, en s'abonnant à des fournisseurs externes de données. Là aussi, on a quelques exemples à vous proposer. Là, il y a quelque chose qui est assez intéressant de ce que je vais appeler, moi, peut-être une mauvaise expérience utilisateur. Je vous en montre deux. Ici, j'ai des couleurs, et puis on propose plus de choix. Et puis quand vous regardez, vous avez blanc, orange, bleu lagon, bleu marine, bleu rayé, etc. Il y a 230 occurrences. Voilà, sur ce genre de choses, vous proposez 230. Et ça, forcément, moi, quand je viens chercher, je viens chercher du bleu. J'ai envie de bleu. Je n'ai pas envie de bleu rayé, de bleu marine, de bleu lagon. Donc, c'est le genre de facettes qui, aujourd'hui, ne sont pas pertinentes à présenter à un internaute, parce que trop de choix, comme on dit, trop de choix tue le choix. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre en place de vraies stratégies par rapport à cette exposition de facettes. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est une des capacités de notre solution, c'est d'être capable de proposer, d'accord ? On le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle nous des caractéristiques virtuelles qui vont permettre d'agréger de l'information. Une chose qui est super sympa sur le site de Camaïeu, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, accéder à un moment, ils ont mis une fonction qui s'appelle le colorama.
Voilà. J'ai des envies de quoi? Ben, j'ai des envies de rose, de vert, de bleu, de jaune. Et cette envie que je peux avoir par rapport à une couleur, du rose, je vais avoir des robes roses, des t-shirts roses, des baskets roses, des sacs roses. Et plusieurs types de roses. Et plusieurs types de roses, d'accord? C'est pas rose, framboise, cerise écrasée, etc., etc. Pour ça, la notion qui est intéressante, c'est de pouvoir agréger ou recalculer, d'accord, de recalculer de la donnée. Un exemple, si vous allez par exemple chez Truffaut, un acheteur, quand il renseigne dans leur ERP, il achète un nouveau salon de jardin, un salon de jardin, une table, c'est exprimé en longueur et en largeur. C'est une caractéristique technique. Sauf qu'aujourd'hui, je dis souvent, il n'y a personne dans le monde qui cherche une table de 1,22 m par 2,14 m. On cherche par rapport à un nombre de convives, un nombre de couverts. Donc cette notion de gestion de caractéristiques virtuelles, c'est d'être capable de dire, bah tiens, je vais faire une règle qui me dit, tiens, si ma longueur est comprise entre temps et temps, bah, c'est 2 couverts, entre temps et temps, c'est 4 couverts. L'histoire de ces fameuses couleurs tout à l'heure, d'accord, où on voyait le bleu lagon, le bleu ceci, le bleu cendre et autres, bah, c'est de dire, je vais mettre bleu, qu'est-ce qui est bleu? Eh bien, ce qui est bleu, c'est bleu lagon, bleu cendre, bleu ceci, bleu cela, pour pouvoir agréger cette donnée. C'est d'autant plus pertinent d'agréger cette donnée pour 2 raisons. C'est que si vous gérez cette donnée à un niveau aussi fin, tel qu'elle s'est exprimée là tout à l'heure, le bleu lagon, le rose, le framboise écrasé, etc., c'est que moi, si je viens sur le moteur de recherche et que je vous dis, tiens, je cherche une robe rouge, ben, comment je vais faire pour aller proposer les robes rouges? Parce qu'il n'y a pas de rouge dans mon référentiel. Il y a du carmin, il y a du ceci, il y a du cela. Et donc, c'est tout l'intérêt d'agréger cette donnée, à la fois pour le moteur de recherche, mais aussi, quand on parlera lors d'un prochain séminaire, de tout ce qui est lié à la recommandation statistique. Parce qu'on ne peut pas calculer la stat de ceux qui ont regardé du framboise écrasé, ont aussi acheté du bleu lagon. Voilà. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Et là, vous voyez que des exemples de ce que j'appelle moi parler le langage client, d'accord? Eh bien, chez Truffaut, c'est pour combien de personnes? Est-ce que c'est plutôt un produit que j'ai envie de mettre sur un balcon, une terrasse ou sur un jardin? Et tout ça, c'est pas forcément de l'information qu'ils possédaient dans leur référentiel produit. Ils le calculent à travers des règles métiers. Le point suivant, c'est un point qui est très important, c'est vraiment le bon endroit. Et c'est en cela finalement que le merchandising et le e-merchandising sont les plus proches. Pour Kepner, cette notion de bon endroit, c'était une notion d'organisation générale du point de vente. En ligne, ça fait aussi appel à ce qu'on appelle du micro-merchandising, une organisation du point de vente. Ce bon endroit, c'est directement la façon dont les pages vont être conçues. La façon dont vous allez dessiner le gabarit de vos pages pour dire, voilà, à tel endroit, je veux mettre un élément de navigation, à tel endroit, je veux mettre une information pour aider à la prise de décision, à tel endroit, je veux mettre ma meilleure vente, je veux mettre ma meilleure promotion, etc. Et c'est une notion de bon endroit qui peut s'appliquer aux produits, de façon assez naturelle, aux offres aussi, parce que vous n'avez pas forcément promouvoir les mêmes offres partout. Vous pouvez par exemple avoir des offres qui vont être liées à l'achat d'une marque pendant un temps donné. Donc vous allez pouvoir potentiellement ne les promouvoir que dans le corner de marque ou les pages produits de cette marque. Et c'est aussi quelque chose qui s'applique au contenu. Par exemple, si vous vendez des baskets de running et des VTT, vous n'avez pas envie de proposer le guide d'achat running sur les pages VTT et puis pas envie de proposer le guide d'achat VTT sur les baskets de running. Et cette notion de bon endroit, elle doit prendre en compte plusieurs éléments. L'origine de navigation, parce que généralement on arrive sur le web à récupérer des données là-dessus. Le terminal sur lequel les gens se connectent, parce que ça peut avoir un impact sur les produits, les offres ou les contenus que vous allez leur proposer en fonction de leur disponibilité. Le besoin exprimé par le client, Pascal en parlait tout à l'heure. Si votre client il rentre robe rouge ou robe carmin dans un moteur de recherche, c'est une information très importante sur laquelle il faut capitaliser. Et puis aussi, bien entendu, le plan commercial, parce que ça reste du commerce, de la vente, et qu'il faut que tout se fasse vis-à-vis de ce plan commercial. Alors, un exemple, quand on parle du bon endroit, moi j'évoque souvent une notion qui est assez connue quand on parle, par exemple, de l'emailing. On parle souvent du grid marketing. C'est comment j'ai envie de découper une page et d'associer un certain nombre de règles à des emplacements. Alors là, une chose très, très simple, si vous allez sur le site de Decathlon, ils mettent en avant, quand je suis dans la page des VTT, ils veulent mettre en avant le premier prix technique, la bonne affaire, la meilleure vente. Ce qui est important, c'est que
vous comprenez bien, c'est que le catalogue, il évolue de jour en jour, les ventes évoluent, la meilleure vente d'aujourd'hui n'est pas la meilleure vente de demain. La bonne affaire, parce que je fais une promotion sur un produit, eh bien voilà. Quand on parle d'industrialisation, c'est de faire en sorte que pour ces emplacements, on définisse des règles qui permettent eh bien, de rattacher dynamiquement le bon produit, d'accord, au bon endroit par rapport à toutes ces règles métiers. Là, on le voit sur l'exemple de Decathlon, mais je pourrais vous citer plein d'autres exemples. Si vous allez par exemple chez Truffaut, j'aime beaucoup cet exemple parce que chez Truffaut, dans beaucoup de familles produits, d'accord, il y a des marques phares, d'accord. Vous avez du Wolf, du Bosch, du Skill, etc. Quand je vais chercher une tronçonneuse, j'ai ces trois marques qui sont les trois marques les plus fortes. Eh bien, ils ont décidé qu'ils mettraient toujours en avant la meilleure Bosch, le meilleur Skill, etc. Donc, on définit comme ça un certain nombre d'emplacements. Mais ce qui est important, c'est que Jérémy disait, il faut aussi tenir compte de ce que vous dit les clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, on voit qu'on affiche une bonne affaire et qui est à 249 euros, d'accord, en promotion. Par contre, si je commence à dire, tiens, je cherche dans le prix de 500 à 1000 euros, j'ai aussi une bonne affaire à proposer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recalculer en permanence l'exposition de cette offre par rapport à la règle que vous avez définie pour cet emplacement, mais surtout comment va réagir l'internaute par rapport à l'usage, par exemple, des facettes ou des filtres qu'on lui propose. Je dis souvent, quand vous allez sur beaucoup de sites, on vous dit, tiens, je mets la meilleure vente, je mets la dernière nouveauté, je mets un certain nombre de règles. Oui, mais si je dis que je veux du rouge, j'ai la meilleure vente en rouge. C'est pas la meilleure vente de la famille, d'accord, ou de la catégorie produit, mais j'ai aussi une meilleure vente en rouge. Donc c'est d'utiliser l'ensemble de ces caractéristiques pour être capable de le proposer au bon endroit, au bon endroit pour qu'il soit le plus visible. Rappelez-vous toujours, ramener le plus rapidement possible les bons produits sous l'œil de l'internaute. La bonne quantité, oui, c'est une notion très 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 importante pour le commerce physique, puisque selon Kepner, il fallait que le magasin dispose d'un stock suffisant, éviter les ruptures de stock qui sont le cauchemar des commerçants, le fameux rayon vide, ou alors maintenant avec la petite étiquette rupture de stock temporaire, etc. C'était le cauchemar dans le domaine physique. En ligne, cette notion de bonne quantité de produits, elle existe toujours. Elle va plutôt tout de même concerner les achats et la logistique que le merchandising, le marketing ou le commerce de façon pure. C'est une notion qui va être utile tout de même pour ordonner les produits à présenter, parce qu'il faut tout de même que les produits qu'on présente ils soient toujours en stock. On voit encore trop souvent des e-commerçants qui font la promotion de produits qui ne sont plus en stock, ou alors sur lesquels ils ont des niveaux de stock faibles. Donc ils mènent des campagnes marketing sur des choses qui finalement se retrouvent très rapidement en rupture de stock, ce qui n'est pas très bon en termes d'image et de qualité perçue par le client. Et le client maintenant il cherche à optimiser une équation à 4 inconnus, je dirais. C'est la qualité du produit qu'il va avoir, donc ça, qu'ils viennent l'acheter chez vous ou chez votre concurrent direct, a priori, si vous vendez la même marque, la qualité sera la même. Le prix, le prix peut changer. Le service, ça, c'est encore une notion qui permet aux e-commerçants de se différencier. Et la disponibilité. Donc, à niveau de qualité de prix et de service équivalent, la disponibilité, ça devient un facteur différenciant pour un e-commerçant. Et cette notion de bonne quantité, elle va pouvoir s'associer à des notions de délai de mise à disposition, de temps de livraison, etc. Par exemple, si vous proposez une livraison plus rapide que votre principal concurrent, mais que vous êtes un petit peu plus cher, vous risquez de rafler la mise parce que vous faites la différence sur cette notion de service. Alors, on voit l'exemple ici, pareil, chez Decathlon, comme je disais, forcément la bonne affaire, elle doit aussi tenir compte de la quantité de produits. Je n'expose pas en haut de page un produit qui, dans la journée, s'est vendu. Et de la même façon, quand je vous disais, j'ai des bonnes affaires, des bonnes affaires, c'est peut-être là, puisque mon idée est quand même de déstocker ce produit, si j'ai envie de le pousser, puisque j'ai fait une super promotion dessus, c'est certainement que j'ai beaucoup de stock, d'accord? Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, dès que je vends, ce matin, c'est peut-être cette basket parce que j'en ai 100 quantités, j'ai un stock de 100, mais si je commence à le vendre, à un moment donné, je vais avoir un autre produit qui va être remonté automatiquement à cette place pour pouvoir exposer une bonne affaire
pour lequel j'ai le plus de stock. Donc on voit bien que toutes ces règles métiers pour pouvoir définir le positionnement du produit doit aussi bien sûr tenir compte de la quantité. Et plus je vends dans la journée, et plus le produit doit redescendre, y compris dans un ranking d'une page liste. Le bon client. Une notion très 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 importante et particulièrement en ligne. Selon Kepner, cette notion de bon client, c'était naturellement la capacité à cibler le client. On parlait plutôt à l'époque de segmentation client, la plupart du temps. En ligne, il va être question de fournir une réponse qui va être ciblée et spécifique aux besoins et au profil de chaque individu. Dans le livre blanc, on fait notamment référence aux travaux de Don Papers et Martha Rogers, qui parlent vraiment de marketing one-to-one, de marketing personnalisé au niveau de l'individu. Le but maintenant, ça va être vraiment de fournir une réponse qui va être adaptée à chaque individu. On vous a parlé de produits, on vous a parlé d'offres, d'informations, de services. Tout ça doit vraiment être mis en musique pour que chaque utilisateur vive une expérience qui soit personnalisée et unique. Cette adaptation, elle est dynamique, elle va se faire en fonction du terminal, de la connaissance client qu'on va avoir, que ce soit dans le CRM ou dans les actes d'achat passés, du besoin qu'il a exprimé à l'instant T, de son comportement qu'on relève sur le site web par exemple. Si on se rend compte qu'un client est sur le point de quitter la boutique en ligne sans finaliser son achat, en laissant un panier vide, on va avoir la capacité de lui pousser des messages qui vont être personnalisés et qui vont permettre la clôture de la transaction, ou aussi adaptés aux opérations commerciales en cours. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser et de contextualiser toutes les informations qui sont présentées au produit pour lui faire une proposition qui est la plus pertinente possible. L'idée, c'est qu'il faut rendre dynamique toutes ces mises en avant, tous ces conseils, toutes ces recommandations que l'on va faire aux clients. Le principe, c'est quoi? On parlait tout à l'heure de la connaissance client. Bah oui, vous collectez énormément d'informations sur le client. Vous savez peut-être que moi, je suis un client qui est ce que je vais appeler un promo addict. Je n'achète que des produits en promo. Bah, vous avez tout intérêt à dire pour un client promo addict, je lui remonte le plus rapidement possible les produits en promotion, puisque vous savez que ce ne sont que des produits qui m'intéressent. D'accord. Deuxième exemple, je suis un site de vente d'habillement, mais il y a des styles vestimentaires. Moi, je dis souvent aux gens, je ne mets que des jeans slim. Si je rentre dans une boutique, dans un réseau physique, d'accord, le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me regarder. Et comment il va me conseiller, comment il va me guider dans le magasin? Il va m'amener vers des produits en fonction de ce que j'ai fait, de ce que je regarde, etc. Et donc, toute cette notion, elle est super intéressante pour toujours dans l'idée, puisque j'aime les jeans slim, parce que je ne regarde toujours que la marque A, la marque B, la marque C, eh bien, je vais remonter le plus rapidement, mettre en évidence ces produits. Voilà, il y a plein de techniques par rapport à ça. Ce que je voulais juste finir, c'est un exemple d'un de nos clients qui est Toupargel. Toupargel, ils ont, pareil, on parlait tout à l'heure de l'origine. Ils ont ce que j'appelle des sites affiliés. Alors, il y a un laboratoire COT, c'est un laboratoire de produits régime. D'accord ? Les produits régime, eh bien, si je viens de ce laboratoire COT, d'accord, et que c'est que j'ai un intérêt pour les produits régime. Qu'est-ce qu'on affiche? On met en avant sur la homepage des produits qui tiennent compte de l'origine du client. Il est venu pour le régime, je lui mets en avant là les produits en promotion, les nouveautés, les animations, de ces produits cotes. Alors qu'un autre client va voir quoi? Du Twix, du Bounty, etc. On voit bien que si je suis venu pour une idée de régime, me mettre sur la homepage les promotions, les animations, c'est peut-être les produits qui se vendent le plus en ce moment. Alors peut-être pas en ce moment, c'est une vieille copie d'écran, mais l'été dernier, tout le monde s'achetait du Bounty, du Twix et des glaces. Maintenant, je suis venu pour un intérêt, on m'anime d'une certaine manière. Donc il y a plein de leçons, comme ici par exemple, c'est que en fonction que je sois un primo-visiteur ou que je sois un client connu, j'ai pas les mêmes, on va dire, animation, promotion. On me propose un acheté, le deuxième à moitié prix, ou pour un primo-visiteur, 10 € de remise pour un panier, etc. Donc on voit bien là l'intérêt d'animer le client, de faire en sorte qu'on aille vers la personnalisation, alors le one-to-one, et c'est super important. Pour donner un ordre d'idée de ce que fait Toupargel, j'aime souvent le citer, ils ont 200 familles de produits. Voilà. Alors ils vendent des pizzas, des quiches, des hamburgers, etc. Donc, des légumes, du poisson, pour le régime, des glaces, des produits régime. Si vous prenez 200 familles
il y a une chose qui est super pertinente, qui serait de se dire, bah tiens, je vais aller mettre en évidence les promotions, les nouveautés, etc., des 3 familles les plus achetées ou les 3 familles les plus vues par mon internaute. C'est hyper pertinent, enfin, c'est faire du commerce. Sauf que si vous commencez à regarder ça, c'est quoi? C'est 200 familles fois 200 familles fois 200 familles, ça fait 8 millions de combinaisons. C'est quelque chose qui est strictement impossible à imaginer sans solution industrielle ou sans solution de personnalisation, comme le propose Sparko. Voilà, je pense qu'on est à Dans les retenir, temps. voilà, dans les temps et à retenir en synthèse les 6 B. Les 6 B du merchandising. Si vous réussissez à travailler sur comment présenter le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix, avec la bonne quantité et la bonne information, vous serez sûr que vous parlerez aux clients de façon totalement pertinente. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger ce livre blanc qui se trouve sur notre site internet fr.sparko.com dans la rubrique Actualité, puis Livre blanc. Si vous téléchargez la présentation du webinar, vous aurez directement le lien pour télécharger le livre blanc.